nous avons embarqué à bord du MS Hambourg à Tromsø. Le 14 juin 2017. Et après avoir effectué les formalités d'usage, nous avons été conduits dans nos cabines par le personnel dévoué du bateau. Un verre de bienvenue nous a également été proposé sous le soleil de Tromsø. Un temps idéal pour ce premier appareillage et nous mettons donc plein cap vers le fameux et légendaire Svalbard ou Spitsberg.
C'est dans la grande tradition des croisières que, dès le deuxième jour de notre voyage, le commandant Igor Gaber nous a reçus au salon principal pour un cocktail de bienvenue pour cette soirée de gala. Le commandant était accompagné à cette occasion de notre directeur de croisière, M. Cédric Cabane. Et au cours de ce cocktail, bien sûr, le commandant nous a présenté une partie de son état-major, ses officiers. Et bien sûr, il a trinqué à notre santé et à la réussite de notre croisière. Bonsoir, Madame, Monsieur. We are happy to welcome you on board of MS Hamburg. Feel home and take a pleasure in cruising each day. We hope that you will enjoy your life at sea, being on board of our White Lady. Alors, mesdames et messieurs, je vais traduire les propos du commandant Igor Gaber. Il vous souhaite déjà une bienvenue à bord de ce navire. Il espère que vous allez se sentir comme à la maison à bord de ce navire pendant cette navigation, à bord de ce navire qu'on appelle aussi la Dame Blanche. And we promise you that all of us, the officers, plane cap team, and all the crew will do our best to please you for our cruise to Svalbard and Norway. Et le commandant vous promet une chose, c'est que tout son équipage, lui-même, tous ses officiers, l'équipe de croisière plein cap, tout le monde va travailler pour que vous appréciez, vous profitiez au maximum de cette croisière, en particulier au Svalbard. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons pouvoir tous ensemble la boire avec le commandant qui va nous dire quelques mots pour que nous puissions nous fêter cette soirée. Enchanté, cheers! Et mesdames et messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi pour que nous rendions hommage au commandant en le saluant dans sa langue maternelle, en ukrainien. À votre santé, ça se dit Boutmo. Les baleines à bosse sont venues assouvir leur curiosité et elles se promènent avec leur progéniture. Pour notre plus grand plaisir, bien sûr, il n'y a pas que des touristes ici au Svalbard. Et dans quelques instants, vous verrez que même les dauphins sont de la partie. Barentsburg est la deuxième zone habitée du Svalbard, la plus importante, avec à peu près 500 habitants, entièrement russes et ukrainiens. Dans le site de Barentsburg, on peut trouver le Pomor Museum.
Barentsburg a été nommé ainsi en hommage à l'explorateur Willem Barents. La ville à l'origine était une ville minière pour le charbon et qui était exploitée par la compagnie soviétique Arctic Kugol depuis 1932. Sa population a décliné ensuite d'année en année, décennie après décennie, alors qu'à la belle époque, elle comptait plus de 1000 habitants soviétiques en permanence à Barentsburg. Le Svalbard est sous autorité norvégienne grâce au traité unique de 1920 qui donne aux citoyens des droits égaux pour l'exploitation des ressources naturelles. La Russie, tout comme la Norvège, maintiennent des activités minières au Svalbard avec des résultats, même minimes. Et la Russie maintient un consulat au Barentsburg. C'est la mission diplomatique la plus au nord qu'il possède.
Au plaisir de la découverte du Svalbard et du Spitsberg, nous avons rajouté celui de l'aventure en Zodiac et surtout du débarquement sur la terre du Svalbard, sur une petite île faite par une moraine du glacier. L'équipe du Hambourg a pu nous débarquer dans la baie de Immerbukta au pied d'un superbe glacier. Le glacier d'Esmarkbreen débouche à l'intérieur de cette baie et il fait à peu près 6 km de long et il est situé à la partie nord de Lysfjorden. La baie est séparée en deux par une chaîne de montagnes, le Vörmlandryggen. Esmarkbreen est un glacier sur la terre d'Oskar II au Spitsberg et il fut ainsi nommé en l'honneur du géologue Jens Esmark. Ce glacier a une longueur de 15 km et débouche donc dans la baie d'Immerbukta à la partie nord sur le côté de Lysfjorden. La sterne arctique, avec une envergure qui peut aller de 76 à 85 cm et un poids de 86 jusqu'à 172 grammes, est un des oiseaux les plus traditionnellement trouvés en Arctique et un des plus représentatifs. Il se reproduit en Arctique, mais passe son hiver en Antarctique. Il pond 2 œufs dans une dépression de terrain, mais attention, il défend farouchement son nid, même s'il est au ras du sol.
Et nous avons eu le grand plaisir de partir à l'aventure sur des Zodiacs pour aller découvrir de très très près le glacier Nordenskjöld. Ce glacier tombe et chute au nord à la tête du Cumberland East Bay sur la côte nord de l'île. Il a été cartographié par l'expédition suédoise en Antarctique et nommé après que Otto Nordenskjöld fut le leader de cette expédition. On peut découvrir ici des multitudes de colonies de la mouette tridactyle. C'est l'oiseau le plus commun de l'Arctique et il se reproduit à flanc de falaise et pond en général 2 œufs. Le Temple Fjord est ainsi nommé en raison de la montagne Templet qui ressemble justement à un temple. Chaque hiver, le bateau Norderlicht est intentionnellement bloqué dans la glace à l'intérieur du Temple Fjord.
Le Templefjord est une branche du Sassenfjorden, une part du Isfjorden au Spitsberg dans le Svalbard. Et il est situé entre la terre des Sabines et la terre des Bundsø. Le Templefjord fait 14 km de long. À l'intérieur, on trouve le glacier qui fait 2,5 km de large. Il y a le Tunabrin qui est actif et le Vonpostbrin qui est immobile. Ce sont les deux parties du glacier dont la partie centrale peut faire plus de 80 mètres de haut. Longyearbyen est la zone habitée la plus importante du Svalbard, en Norvège. Depuis décembre 2015, la ville a une population de plus de 2144 habitants. Longyearbyen est située dans la vallée de Longyear et sur la côte du Adventfjorden, une baie ou en tout cas une partie de la baie de Lysfjorden, située dans l'ouest de la côte du Spitsberg. Depuis 2002, Longyearbyen et sa communauté ont beaucoup de responsabilités telles qu'une vraie municipalité, ce qui inclut par exemple l'organisation de la ville, l'éducation, les facilités culturelles, toutes les activités culturelles ainsi que les pompiers, les routes et les ports. La ville de Longyearbyen est le siège du gouverneur du Svalbard. La ville fut quasiment détruite complètement par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment le 8 août 1943, mais elle fut ensuite complètement reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. À l'origine, Longyearbyen était une ville minière, mais beaucoup d'opérations minières ont bougé jusqu'à Sveagruva depuis notamment les années 90, ce qui a permis à la ville de Longyearbyen de développer une importante activité touristique et également dans la recherche scientifique. C'est ce qui a permis l'arrivée d'institutions importantes telles que universitaires dans le Svalbard, le Svalbard Global Seed Vault and Svalbard Satellite Station, c'est-à-dire le centre de conservation des graines de la planète entière, se situe ici au Svalbard à Longyearbyen.
Les baleines à bosse nous ont fait le grand plaisir de nous rendre une petite visite amicale et de nous faire une grande belle démonstration de leur talent acrobatique de sauteuse. Et nous passons aujourd'hui devant l'île la plus méridionale de l'archipel du Svalbard, située à environ 200 000 nautiques, soit 222 km au sud du Spitsberg, et 200, soit 370 km au nord de Hammerfest. Aujourd'hui, nous avons une chance exceptionnelle. La météo nous permet de voir l'île sous un ciel rayonnant de bleu et un soleil exceptionnel. L'île, de plus, est couverte de neige. La partie nord de l'île est un énorme plateau rocheux de 30 à 100 mètres d'altitude parsemé de centaines de lacs, il y en a plus de 700. La partie sud, quant à elle, est un massif montagneux dont les escarpements culminent sur la côte est à 536 mètres de hauteur et tombent aussi brutalement dans l'océan. Il n'y a le fulmar boréal, cet oiseau qui nous a accompagnés tout au long de notre croisière et que l'on trouve en grande quantité ici sur les côtes du Svalbard ou bien en Norvège, eh bien littéralement se veut être la mouette qui pue, car il crache un liquide nauséabond quand elle est dérangée ou attaquée. Et nous voici à Onyxvag pour aller au Cap Nord. Le point d'orgue et le but de notre croisière fut bien sûr cette visite au Cap Nord. Installée sur l'île de Mageroy, la petite ville d'Onyxvåg a été entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Elle vit aujourd'hui de la pêche et du tourisme. Les bateaux de la Hurtigruten et les bateaux de croisière mouillent souvent dans le détroit.
Au cours de ces dernières années, l'accroissement de la demande touristique a amené la construction de nombreux hôtels qui, en saison, sont toujours complets. Koningsvaag est un excellent point de départ pour la visite du Cap Nord. Et la route qui mène à ce célèbre site touristique est particulièrement impressionnante. Nous avons fait un arrêt à la rencontre des habitants traditionnels de cette région, les Samis, plus communément et faussement appelés donc par erreur, les Lapons, qui est un terme plutôt péjoratif et qu'il faut mieux éviter. La maison du Cap Nord. Cette maison a été aménagée dans la falaise. Elle abrite des plateformes d'observation, des boutiques, un restaurant, un bar, un cinéma et bien sûr un bureau de poste. Bref, un endroit très touristique qui témoigne de l'attrait grandissant que suscite ce lieu prestigieux. Le Cap Nord est un bloc de schiste de 307 mètres de hauteur qui se dresse presque verticalement au-dessus de l'océan glacial arctique. C'est un lieu idéal pour venir observer les aurores boréales et le soleil de minuit, mais la zone est très souvent embrumée et selon les statistiques, seulement 10% des visiteurs parviennent à voir le disque incandescent du soleil de minuit à son point le plus bas. Et nous non plus, nous n'avons pas été particulièrement chanceux au cours de cette visite car lors de notre arrivée au Cap Nord, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais plutôt le brouillard, la brume, enfin la météo traditionnelle au Cap Nord.
Hammerfest, situé à 70 degrés 39 minutes et 48 secondes de latitude nord, est la ville la plus septentrionale du monde. 6900 habitants, une ville totalement rasée par les Allemands en 1944, comme toute la région d'ailleurs. Elle fut ensuite entièrement reconstruite et son architecture a suscité à l'époque un certain intérêt dans le monde de la construction. C'est une ville plaisante, vivante, malgré des conditions climatiques difficiles. Le club de l'ours polaire a spécialement ouvert son musée pour nous. À Hammerfest, il est célèbre et situé sur le quai juste en centre-ville, là où accoste l'Hurtigruten, ce fameux express côtier. Vous pouvez en devenir un membre très exclusif, il suffit de se présenter en personne. Vous recevez donc votre diplôme, une carte de membre numérotée et un petit ours blanc en argent et en émail. Quant à l'église protestante, dessinée par un architecte d'Oslo, Hans Magnus, elle fut consacrée en 1961 et sa forme a été inspirée par les séchoirs à morue traditionnels. À l'intérieur, différents objets provenant des églises précédentes, entre autres un tableau d'autel qui date de 1623. À l'opposé de ce temple, dans la ville d'Hammerfest, de l'autre côté de la ville se trouve une petite église catholique. Une économie qui s'est longtemps appuyée sur le poisson et qui est l'un des grands centres mondiaux de congélation du poisson. C'est aussi un centre scolaire et médical, un chantier d'armement et de réparation de bateaux. Et depuis une dizaine d'années, l'installation de la station gazière importante sur un îlot partiellement artificiel a largement changé les conditions financières de cette municipalité norvégienne. Notre courte escale nous aura permis quand même de grimper au sommet de la colline de Salén, qui offre une promenade très plaisante et de beaux points de vue au-dessus de la ville. Bien à l'abri du vent, donc un peu éloigné du quai, mais dans un cadre naturel à la beauté magique que rejoignaient régulièrement et rapidement les chaloupes du Hambourg. Ceci nous a permis de réaliser en toute sécurité notre visite des Lofoten. On dit que lors de la création du monde, Dieu utilisa une grande louche et que vers la fin, quand il ne restait au fond de celle-ci qu'un petit peu de matière,
il l'aurait jeté en pleine mer en disant « Que cela soit n'importe quoi ». C'est ainsi que seraient apparues les îles Lofoten. Mais alors, quel spectacle et quel paysage! Ici se déroulent dans la période de janvier à avril les grandes pêches des Lofoten. Ce sont les pêches saisonnières les plus réputées de Norvège. Au cours des siècles, elles ont formé la base de la prospérité du pays. Nous avons découvert une remarquable reconstitution de maisons de chefs vikings telles qu'elles existaient au IXe siècle. Cette maison est impressionnante par sa taille et son réalisme, et elle nous a permis de comprendre et d'imaginer ce qu'était la vie des célèbres hommes et femmes du Nord, les non moins célèbres Vikings. Notre visite près d'une église typique nous a permis de voir que la Seconde Guerre mondiale a laissé des traces profondes dans ces régions, notamment avec la bataille de Narvik, puisque plusieurs monuments sont consacrés aux soldats qui y perdirent la vie. Été comme hiver, la nature des îles Lofoten offre des spectacles grandioses. Des montagnes, des pics, l'océan, des baies abritées et des grands espaces vierges. Et nous avons presque le souffle coupé lorsque certaines plages, surtout sous un immense soleil et la couleur turquoise de l'eau, nous laissent imaginer que nous sommes sous les tropiques, ce qui n'est pas le cas. Nous nous sommes rendus au musée du Nusfjord, qui est en grande partie consacré à la pêche et à l'évolution de ses techniques. Les îles Lofoten sont encore préservées du tourisme de masse. Et les habitants s'arrêtent encore volontiers pour bavarder avec le visiteur, mais les panoramas somptueux, eux, se passent de commentaires.
L'air frais et l'eau pure que l'on y trouve en abondance sont à l'origine d'un environnement vivant et actif. L'été ici est synonyme de soleil de minuit et l'hiver de longues nuits polaires. Notre excursion nous a notamment permis de nous rendre dans un de ces nombreux villages de pêcheurs, une activité qui s'est hissée au rang d'une véritable industrie ici au Lofoten. Même si les méthodes tout à fait traditionnelles, notamment pour le séchage des morues, continuent à être utilisées. C'est sous un ciel plus serein que nous avons pu profiter de l'une des plus belles et grandes escales des fjords de Norvège. C'est un musée qui permet de mieux comprendre la rudesse de la vie dans un fjord. Nous avons ensuite réembarqué au village de Meyrok. C'est la zone d'habitation principale dans ce fjord de Geiranger et elle est blottie tout au fond du fjord de Geiranger. C'est aussi un des arrêts incontournables pour les petits caboteurs et l'express côtier. Le fjord de Geiranger accueille chaque année une centaine de paquebots. C'est l'un des plus beaux sites de Norvège. Nous nous sommes également rendus au Geiranger Fjord Center, inauguré en 2002.
qui est le point de départ de la très belle excursion vers le mont d'Alsniba. Ce mont culmine à 1500 mètres d'altitude, au-dessus du fjord de Geiranger. Pour y parvenir, on emprunte la fameuse route des nuages. De là, la vue est magnifique sur les montagnes, les glaciers, les eaux glacées des lacs et le fond du fjord où nous avons pu apercevoir les navires de croisière, dont notre bateau, qui arrivent dans le fjord de Geiranger. D'une longueur de 16 km et d'une profondeur de 350 mètres, le fjord de Geiranger possède de nombreuses cascades aux noms poétiques, les Sept Sœurs, le Prétendant ou encore le Voile de la Mariée. Notre dernière escale en Norvège aura été Bergen. Cette ville exceptionnelle, resserrée et toute blottie entre 7 montagnes qui s'agrippent à des pentes remarquablement escarpées. Bergen, c'est la ville la plus pluvieuse de Norvège, comme nous l'avons remarqué d'ailleurs. Et les habitants de Bergen disent que Dieu a voulu faire la ville tellement belle, et l'a réussi, qu'il la nettoie et la lave tous les jours. Nous nous sommes également rappelé un dicton local. En Norvège, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Et si vous n'êtes pas content de la météo, vous n'avez qu'à attendre 5 minutes. Bergen est aussi une ville incroyablement jeune et active. Le tourisme s'y est développé très rapidement grâce à la richesse historique de cette ancienne cité de la Hanse.
Bergen est une ville très verdoyante, ce qui n'a rien d'étonnant en raison de son climat. On y trouve de grands parcs reposants, de larges avenues bordées d'immeubles occupés entre autres par de très belles boutiques de luxe. Le marché aux poissons envahit chaque jour la place du port de Vegen. On y trouve toutes sortes de produits de la mer, des sandwichs au crabe et au saumon, de la viande de baleine, mais aussi des fruits et légumes, des fleurs et des objets d'artisanat. Le quartier de Bryggen, situé au centre de la ville et à côté du port, dans le port même où l'eau arrivait au pied des maisons, c'est le plus ancien et le plus célèbre de Bergen. Classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, Bryggen, c'est un ensemble d'anciens entrepôts qui servaient aux riches marchands allemands de la Ligue hanséatique. Mesdames et messieurs, chers passagers, nous espérons que ce film vous a permis de revivre quelques beaux moments de navigation et d'excursion. Nous souhaitons surtout vous revoir à l'occasion d'une nouvelle destination et nous vous remercions pour votre grande attention. Alors, à très bientôt et surtout, vive les croisières! Urlaub verdient. Denn jeder Tag an Land wird wie ein Wunder sein. Und nachts, da liegt das Schiff im Stern.